regardez TV Rogers, Ottawa. Bonjour et bienvenue entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonnier. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, nous allons parler cinéma avec Gisèle Nantais qui est avec nous. On va aussi parler du mouvement de résistance, on va parler de sa naissance et on va aussi parler des jeux. Et là, c'est tout de suite, là, on commence déjà. On va parler avec Monsieur Fournier, Marc. Bonjour, Claude. Qui est des éditions Gladius. Et en fait, vous concevez et vous mettez en production des jeux qui sont 100% canadiens. Là, il faut commencer par là. Oui. Bien, nous, on part d'une idée, d'un concept, des premiers coups de crayon, puis avec nos illustrateurs, on va dessiner avec l'équipe en recherche et développement. On va créer les façons de jouer, on va faire des tests en famille, chez les enfants. On travaille beaucoup aussi avec des orthopédagogues également. Donc, ça fait partie du long processus de création. Ça prend un gros panel pour pouvoir travailler. C'est pas comme si on pensait à un jeu, OK, je pourrais faire ça, et puis du coup, on se lance à créer des jeux. Non, non, non. Et c'est toute une stratégie, en fait. Bien, il y a beaucoup de travail, beaucoup de tests, hein, parce que de faire un jeu, c'est une chose, mais il faut faire des jeux que les gens vont aimer, qui vont aimer y jouer, qui vont vouloir aussi y rejouer. C'est tellement vrai. Ça, c'est vraiment important. Des jeux qui créent de l'émotion, des jeux éducatifs aussi. Donc, il y en a pour tous les goûts. Puis moi, quand je reviens sur votre histoire, comme les tout débuts, vous êtes un modèle de persévérance, parce que tout a commencé dans un sous-sol, hein, dans le fond. Exactement. Dans un sol de maison avec un jeu en 1991 comme concepteur, en 1993 avec le premier jeu Nature en jeu, avec les amis, la famille qui venaient nous aider à assembler ce jeu-là dans notre sol de maison. Fait qu'après 2 mois, je vous dirais que les amis, on n'en avait plus beaucoup. Ils se sauvaient lorsqu'on les appelait. Mais de 1991 à 2019, ça fait un long parcours. Il y a beaucoup de choses qui se sont améliorées. Il y a beaucoup de choses que vous avez affinées. Oui. Puis là, vous commencez à concevoir combien de jeux par année? Bien, je vous dirais qu'on a à peu près 25 à 30 nouveautés par année. On est condamné à se renouveler parce que les gens cherchent beaucoup de la nouveauté. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau cette année? C'est quoi les nouveaux jeux? Fait que les gens nous demandent ça, recherchent de la nouveauté. Donc, il faut toujours créer à chaque année. Est-ce que vos jeux, comme la particularité, sont basés sur des émissions de télé ou sur des personnages? Comment ça se fait? Bien, on touche à tout, je vous dirais. Hein. On a des associations avec des personnalités, comme Jean-François Barry, Alex Perron et autres. Des émissions de télé aussi qu'on a fait au fil des ans, qu'on fait encore comme Silence on joue, ou Le Tricheur. Silence on joue, oui, on avait joué à ça la saison précédente. Exactement. Donc, on touche un peu de tout. On a des jeux complètement qui sortent de nulle part un peu, des auteurs aussi qui viennent nous voir, qui nous proposent des concepts de jeux également. Fait que là, maintenant, les 25 et 30 de l'année, c'est déjà lancé. Puis tout ce qu'on a sur la table, c'est des nouveautés? Exactement. On a la primeur. En fait. Oui, c'est tout ce que vous avez aujourd'hui, c'est de la nouveauté. Exactement. Et quand on parle de nouveauté, vous m'avez apporté un top 10. Oui. On est très choyés. Puis on va commencer avec Improvise-moi ça. Oui, Improvise. Qui est un jeu qui parle de quoi? C'est un jeu d'impro. Donc, si vous cherchez un petit jeu de party, on dit 4 joueurs et plus, mais 5-6 joueurs et plus, c'est l'idéal. Et puis, si vous êtes 10, 15, 20, il n'y a aucun problème. On forme des équipes. Et là, on va piger une carte. Et sur la carte, on a un thème, on a un nombre de joueurs et une durée. Et on a un début d'histoire également pour nous aider. Parce que souvent, on manque un peu d'imagination. Donc, on a un début d'histoire qu'on peut utiliser ou non. Et c'est Alex Perron qui a conçu le jeu L'Humoriste. Oui. Puis je peux vous dire que les règlements, c'est les règlements les plus drôles que je n'ai jamais lus à venir jusqu'à maintenant. Même les règlements sont drôles. Puis il a rajouté aussi des cartes qu'on appelle des handicaps d'Alex qui nous donnent un défi supplémentaire. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir des règlements qui sont drôles, comme tu as mentionné? C'est quoi les règlements? C'est lui, dans la façon qu'il les a créés, la durée de la partie, ce qu'il dit dedans. Il a vraiment fait le jeu à sa façon à lui. Donc, c'est un jeu qui est assez drôle, je vous dirais. Là. Moi, je vais juste comme piger une carte là, pour voir qu'est-ce que ça donne. Oui. Puis là, j'ai pigé la carte film. Oui. Titre, bon cop, bad cop. Nombre de joueurs, toute l'équipe. Exactement, durée 90 secondes. Et là, on a un début d'histoire pour s'inspirer qu'on pourrait lire ici. David Bouchard tente d'expliquer en anglais à Martin Ward les raisons de son retard en salle d'interrogatoire. Et là, les joueurs doivent, toute l'équipe, commencer à improviser, à faire la carte. Et les autres équipes vont nous donner de 1 à 5 points. Ils vont voter. Donc, excellent jeu d'impro et surtout de party, je vous dirais. D'accord, je vais tirer une deuxième carte, là. Je vais m'en aller.
La momie. La Ça, momie. c'est un film dont on se rappelle. Là, on est encore dans la catégorie film, OK. La momie, donc 2 joueurs, Oui. la durée 60 secondes. Et là, on a un autre début d'histoire qu'on peut utiliser ou non. L'aventurier O'Connell n'en revient pas. La momie se lève devant lui. OK. Et là, c'est à nous d'improviser et de faire rire l'assistance et de mimer, d'improviser. Et puis, c'est à nous de juger s'ils ont fait une belle prestation Exactement. ou pas. Alors, Oui. ces jeux qu'on va présenter dans ce top 10, où est-ce qu'on pourrait les retrouver? Partout dans les bons magasins de jeux et jouets, bonnes librairies, boutiques de jeux et jouets spécialisées. Ce qui est bon à signaler aussi, c'est que les jeux que tu nous as apportés, c'est pas seulement pour les plus jeunes, c'est vraiment pour tout âge. Donc, on sera bien servi aujourd'hui parce qu'on a le top 10, comme je l'ai mentionné. Fait que, Marc, je vais te garder avec moi parce que après la pause, on va découvrir plein d'autres jeux comme Charabia. C'est un jeu auquel je suis déjà bien préparée, pardon. Restez avec moi, vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Donc, je m'appelle Mélanie Bégin et puis je fais un focus à TV Rogers. Mes tâches principales seraient régie de plateau, assistante à la réalisation et caméraman, ainsi que graphique. Donc, je trouve que tout le monde devrait passer à Rogers tant qu'à être invité ou bénévole, au moins d'essayer une fois parce que, en fait, tu apprends tellement de choses et des choses que tu ne croirais pas apprendre. Cette semaine, à Nathan parle, Anne Donovan, de retour de son voyage à Londres, nous parle de ses trouvailles et François Thibault nous propose du kimchi. Nathan parle, mercredi 20h sur TV Rogers. De retour Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle toujours des top 10 des jeux Gladius qu'on peut retrouver dans toute bonne librairie ou dans tout bon magasin de jeux. Oui. Puis là, on avait joué à un premier jeu qui s'appelle Improvise-moi. J'ai trouvé ça très drôle. Mais là, on y va avec Charabia, qui est juste Oui. là. Charabia, c'est un jeu de devinettes loufoque où ce qu'on doit deviner des mots OK. en regardant des illustrations. D'accord. Et tous les sons, tous les mots contiennent soit le son chat ou rat. Donc, sur l'image, si on voit par exemple un chat, OK. donc la réponse qu'on cherche va contenir le mot chat. D'accord, donc. Donc, au début, on vient positionner Sacha au centre de la Ah, table. c'est à ça qu'elle sert, Sacha? OK. Exactement. Donc, si tu crois avoir la bonne réponse, tu dois attraper Sacha et là, donner ta réponse Mon à ce Dieu, on moment-là. va se chicaner, là, On parce va- que... le chat, des fois, il revole. OK, attention, je lis l'indice. Mammifère marin de la taille de la baleine pourvu de dents. J'avoue, j'ai triché. Parce que la carte est en avant de moi, cachalot. Là, il aurait voulu que tu attrapes Sacha et d'accord, dire cachalot. d'accord. OK, il y a une plus difficile ici. OK. On voit des rats, donc ça contient le son rat. Pillage, action de s'approprier quelque chose par surprise ou par violence. Une Azaria? razzia, une razzia. Razzia, OK, Une razzia, OK. exactement. Et là, si ça sera des petits chats, ici, on voit un petit chat qui achale son papa. Et bon, la définition, c'est qui agace sans arrêt et C'est un dérange. achalant. Achalant, exactement. Ma cousine dit toujours à ses enfants, petit achalant. Fait qu'à chaque fois que, ben moi, on est un jeu de combien de personnes? 2 ou plus, Ben, c'est ça? on parle d'un jeu à partir de 9 ans, 2 joueurs et plus, à OK. partir de 9 ans, mais à partir de 7-8 ans, je vous dirais que ça peut très bien aller selon les Tellement enfants. ouais. C'est un beau passe-partout parce que nous, on peut jouer entre adultes, avoir du plaisir, mais également, on peut jouer en famille, puis tout le monde va avoir du plaisir aussi avec Charabia. Puis ça remplit aussi notre, on va dire, notre vocabulaire, parce qu'il y a des mots qu'on oublie, ben on les connaît, mais souvent, on n'utilise pas, là. Exactement.
Sur le coin là-bas, on a le jeu Connexion. Dans la collection Connexion, ça s'appelle OK, T'aimes-tu ça? Exactement. Ça, c'est un jeu conçu par l'humoriste Jean-François Barry. D'accord. Et c'est un jeu dans lequel on doit obligatoirement jouer en équipe. Soit, donc, on parle de 4, 6 ou 8 joueurs. Wow, c'est... Idéalement, avec notre conjoint ou un bon ou une bonne amie. Et on doit avoir les mêmes réponses que notre partenaire. Eh Donc, on doit essayer de lire dans sa tête, voir C'est un qu'est-ce jeu de que- connaissances de, pour les couples. de peut-être, ouais? connaissances, mais pas de culture générale. Non, Donc, non. on met au centre des situations. Il D'accord. faut placer 2 jetons j'aime, 2 je n'aime pas et 1 bof. Donc, si on jouerait ensemble, toi, tu réponds pour toi, mais moi, je dois répondre pour toi. De là, qu'il va y avoir beaucoup d'anecdotes, puis je vais apprendre des affaires, puis je vais dire, Claude, voyons, je savais pas ça, tu as déjà fait ça, tu m'as vraiment dit ça, etc. D'accord. Donc, c'est un jeu vraiment pour discuter, pour avoir du plaisir. Vous en recevez 1, 2, 3 couples d'amis à la maison. Excellent choix. T'aimes-tu ça? OK, d'accord. Ça, c'est un jeu pour adultes, dans le Bien, fond. on parle de 12 ans et plus, mais en D'accord. famille, les tests ont démontré que 9-10 ans avec vos enfants, si vous jouez avec vos enfants, c'est certain que vous allez avoir du plaisir. Puis vous allez même apprendre des choses sur eux et eux sur vous, évidemment. Exactement. Il nous reste peu de temps, donc on va passer au 3e. Bien, on a ici un petit jeu de cartes rapidement. Ça s'appelle Attaque Zombie. OK. Le but du jeu, c'est un petit jeu de cartes de stratégie. Vous avez des personnages. Vous devez zombifier les personnages des autres joueurs. OK. Soit en les mordant, en les attaquant. Puis là, vous avez des cartes spéciales. Excellent jeu. On dit 9 ans et plus, mais à partir de 7-8 ans, on peut jouer avec les plus jeunes si quelqu'un va leur montrer. Juste un beau degré de stratégie là-dedans. Super de jeu, très amusant avec la thématique qui est très populaire. 3 à des 5 zombies. joueurs. OK, Exactement. parfait. Ça, c'est bon. Ensuite de ça, on va passer à Mr. Wiz. Oui, MC oui, McQuiz, les jeux Ah, le questionnaires. McQuiz, OK. Le McQuiz ici, ben, à ce moment-là, on va tomber dans des jeux plus... c'est des jeux questionnaires. Et la grande force de ces jeux-là, c'est qu'il n'y a pas de planche de jeu, pas de règlement compliqué, c'est 100% question. D'accord. On va se poser des questions. Et dans la version McQuiz Junior, 2 points très importants. Tous les cartes sont entièrement bilingues. Donc, on retourne. Ah, OK. C'est un jeu complètement bilingue, donc apprentissage OK. d'une langue seconde. OK. Et chaque enfant va avoir sa propre question selon son âge. Parce qu'on sait, lorsqu'on joue en famille, l'enfant qui a 12 ans est plus avantagé que celui qui a 7 ans. C'est clair. Donc, on y va. Chaque enfant a sa propre question selon son âge. À chaque fois qu'il donne une bonne réponse, on lui remet un morceau de casse-tête et c'est le premier joueur qui va compléter son casse-tête qui va remporter la partie. Ah, OK, ça, c'est vraiment un jeu d'inclusion, là. Oui, ça crée de la bonne connexion. Oui. Puis, on est passé déjà au travers de T'aimes-tu ça? Mais là, je vais retourner ma feuille. On va aux aînés. Oui, au jeu pour les aînés, pour les personnes adultes. Bien, écoutez, Oui. on a, je vous dirais, si vous cherchez... Une nuit à l'hôtel. on a ici Meurtre tout inclus, qui est un jeu de drame et enquête, où ce qu'on invite 8 amis à la maison. On OK. doit se costumer. Ça se passe au Coconut Grant Resort dans le sud. C'est le plus drôle de la collection qu'on a fait. Donc, on a des répliques à donner, on a un livret. 8 joueurs absolument. Par contre, hein, les longues soirées de janvier-février, quand il fait très froid, Oui. inviter des amis à la maison. Ça commence dès on a du maintenant, on est en plaisir. novembre, là, il fait déjà frais. Donc, OK, on va le prendre là. Exactement. Si on cherche un jeu plus familial, on a la fabrique à sucre à partir de 6 ans et plus. D'accord. Et l'histoire, c'est le grand chef qui se cherche un apprenti. Et là, on doit l'aider à faire des petits gâteaux, des brochettes de confiserie, etc. Donc, on va lancer les dés. OK. Et on va se déplacer sur la planche de jeu. Comme par exemple, si le joueur arriverait sur une case, qu'on voit un petit gâteau. Oui. Eh bien là, exemple, si c'est toi qui as joué, là, tu vas chercher la grande planche ici. Moi, j'ai pigé une carte et je te demande, à ce moment-là, est-ce que tu peux me fabriquer un petit gâteau de la couleur de la neige OK. avec un jujube de la couleur de la pelouse, D'accord. un jujube de la couleur du ciel et un jujube de couleur rouge. Donc, les jujubes sont ici. OK. Et là, tu dois me dire, oui, chef, je le peux. OK, oui, chef, je le peux. Donc là, à ce moment-là, l'enfant prend ses jujubes, On va avait les la positionner. pelouse. La on a parlé du pelouse. ciel. Le ciel, il est souvent bleu, oui. Oui, exactement. Ensuite, et quoi encore? De la couleur qu'on avait dit rouge. Rouge. OK, elle est là. Donc, par la suite, on va retourner la carte D'accord. et on va valider la réponse avec le joueur. Excellent jeu OK. pour le côté auditif. Les épreuves de brochette, c'est épreuve visuelle. D'accord. C'est un excellent jeu également pour contrôler l'impulsivité des enfants. Wow. Donc, c'est un jeu qu'on a fait avec un orthopédagogue, la fabrique à sucre. Excellent choix pour les enfants et jouer en famille.
Moi, là, il nous reste peut-être quelques secondes, mais j'aimerais juste qu'on parle d'une nuit à l'hôtel. Ça m'intrigue. C'est quoi comme jeu? Nuit à l'hôtel 54, je vous dirais, je ne l'ai pas. Mais on peut juste expliquer. Il est là. Parfait. Ça, c'est un jeu à ne pas jouer en famille, à ne pas jouer dans les parties. C'est 16 ans et plus. OK. C'est un jeu sur le paranormal. Vous devez jouer ça avec des amis. Un soir que vous voulez vous faire peur, vous décorez la maison, l'ambiance. Mais c'est vraiment spécial comme concept. Pas avec les enfants, puis 16 ans et plus pour une nuit à l'hôtel. Alors, merci beaucoup d'avoir partagé ça avec nous. Encore une fois, on va rappeler. Où est-ce qu'on peut... Sur un site web, je pense que oui, on peut avoir commandé. Oui, gladius.ca, GLADIUS.ca, mais vous avez Renaud-Bré, Archambault, à l'échelle du monde, boutique Griffon, toutes les boutiques de jeux et jouets spécialisés ont des jeux Gladius. Merci beaucoup. Malheureusement, on n'a pas pu passer au travers des top 10, mais si vous voulez avoir plus d'informations, ils vont juste aller visiter le site web. Merci encore de vous être déplacé. Et puis, encore une fois, comme je le répète, www.gladius.ca, c'est le site web à visiter. Ou même si vous partez faire vos courses, là, vous pouvez juste essayer de regarder dans les magasins à jouer ou même dans des bonnes librairies pour avoir les jeux Gladius. Après la pause, on va revenir sur le Jeudi noir de 2018. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. L'océan à l'autre, de la plaine jusqu'à la côte, au-delà des frontières, de la langue de ma grand-mère, de l'océan à l'autre, de la plaine jusqu'à survécu à la mer et les chants de mon grand-père, au large des prairies, quelques nuages d'Acadie, la brise de la mer, la couleur de ma De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Ça fait maintenant plus d'une année que le Jeudi noir a frappé sur tout l'Ontario. Et pour en parler, j'ai Trevor, qui est président du Front culturel franco-ontarien. Puis, c'est comme j'ai dit, ça fait un an, depuis le 15 novembre, ça fait vraiment un an que le Jeudi noir, ça a été un Jeudi noir pour les Franco-ontariens. Et puis, je veux juste qu'on revienne sur ton sentiment à toi, à ce jour-là. Ce jour-là, c'était extraordinaire, d'une façon historique, qu'on n'avait jamais vu des coupures comme ça, une attaque comme ça, depuis Montfort. Donc, c'était vraiment... Moi, j'avais jamais pensé vivre une telle crise linguistique dans mon temps. Je pensais que c'était fini, là. Ouais. Les crises linguistiques de nos écoles, de l'hôpital Montfort, c'était dans le passé. Puis là, le gouvernement provincial, avec ces coupures-là, c'était ridicule. Ça l'a vraiment enflammé, non seulement toute une génération, mais aussi toute la population franco-ontarienne. Et on a pu le remarquer. Je me rappelle, j'ai vu sur ton site, ton Facebook, où est-ce que tu avais en fait lancé, en ce moment même où est-ce que les coupures avaient été annoncées, tu as fait une vidéo qui disait « Monsieur Ford, j'en ai plein mon casque ». Je pense que on sentait de l'émotion dans la vidéo. Malheureusement, on n'a pas pu la voir plus rapidement, mais on sentait un message fort que tu donnais aux gens. Oui, c'est quelque chose d'énormément personnel pour moi. Ma famille est d'origine franco-ontarienne. Ça fait 3 générations. Je suis un franco-ontarien de 3 générations. Okay. J'ai vu des gens dans ma famille perdre leur français. J'ai vu des amis perdre leur français dans une génération. Donc là, d'ensuite voir que non seulement est-ce qu'il faut combattre l'assimilation, mais là, il faut combattre un gouvernement qui est activement en train de non seulement nous ignorer, mais de couper dans nos services. Et puis en plus d'éteindre un peu, on va dire, exactement. les franco-ontariens. Exactement. Donc c'est vraiment
c'était pour moi le temps d'entamer un âge de résistance dans la population franco-ontarienne parce que pour moi, c'est vraiment une question de survie de notre culture, de notre langue et puis de notre histoire. Puis en même temps, c'est comme un gros boom. Où est-ce qu'on se dit, il faut prendre action là, maintenant. Et puis je pense que c'est là que tu m'as dit qu'est né le Front culturel franco-ontarien. Oui, c'était énormément un réveil. Pour moi, je mijotais un peu pendant quelques mois avant ça, surtout après l'élection. Je savais que des choses étaient pour venir. Je savais pas à quel point c'était pour être mauvais. Mais là, le 15 novembre en 2018, c'était vraiment là où est-ce que j'ai décidé, il faut créer un mouvement qui est vraiment militant, qui est activiste, puis qui est vraiment modernisé. Un mouvement qui est très, très, très impliqué dans la propagande sur les médias sociaux. C'est ça, OK. C'était vraiment un mouvement que je crois qu'on avait besoin. Donc, le Jeudi noir, c'est là où c'est né. Puis là, c'est né, comme tu as dit, mais il y avait plusieurs mouvements comme pour défendre les droits et les voix des Franco-Ontariens déjà. Mais là, tu parles d'un terme que j'aime beaucoup, c'est l'aspect médias sociaux. Oui. Parce que je pense que tout s'est joué sur ça. Pour créer le mouvement de résistance. Oui. Le mouvement de résistance en général, je dirais, a été propagé par les médias sociaux. Nous autres, avec le Front, on a vraiment poussé ça. Des choses comme des petits graphiques qui sont facilement partageables, qui contiennent un petit peu d'informations, mais juste assez pour te garder justement informé. C'est essentiel, c'est critique. Puis on l'a vu avec d'autres sites web qui ont été capables d'utiliser cette même sorte de stratégique-là. Donc le Front, on a essayé de répliquer ça, bien sûr, pour la cause franco-ontarienne. Donc, vraiment, votre mission, c'est, on va dire, entre griffes, la propagande de tout ce qui est défense des Franco-Ontariens sur les médias sociaux. C'est bien ça pour le Front culturel? Oui, propagande, on s'entend que c'est un mot un peu péjoratif, là. Mais c'est vraiment juste le partage d'informations. Je crois qu'on peut armer la population franco-ontarienne avec l'information. On le voit maintenant dans le temps électoral, là. C'est quand une élection vient de passer, l'info, ça se partage tout partout. Ça circule comme ça, donc, c'est vraiment de partager l'information qui est vraie. Premièrement, on ne veut pas partager du fake news, là. Non, c'est ça. Et puis aussi de juste informer la population que, hey, vos droits sont en question. C'est non seulement des acquis. C'est pas une affaire d'une seule personne, en fait. Exactement. C'est pas juste moi, c'est pas juste le gars d'Alfred ou le gars d'Oxford ou le gars de Hearst. C'est tout le monde. De peu importe quel service que tu travailles dans, peu importe ce que tu fais dans ta vie, si tu parles en français, si tu es une famille française et francophone en Ontario, tes droits sont en question. Tes droits sont en question. Et puis là, comme on mentionnait tantôt, le Jeudi noir, c'était le 15 novembre, mais il s'est passé beaucoup de choses pour la préparation du mouvement de résistance qui s'est passé à Sudbury, c'était à Ottawa, il y en avait même à Toronto, devant le bureau de M. Ford. Vous avez participé d'une manière ou d'une autre là, à créer ce mouvement de résistance-là, c'est bien ça? Oui. Nous autres, je dirais, on s'est vraiment focalisé sur en Ottawa, parce qu'on s'entend, on venait d'être créé 2 semaines avant, donc on n'avait pas énormément de ressources. C'était un gros défi. Oui, c'est un gros défi, mais la bonne chose, l'excellente chose, c'était qu'on avait l'assistance de l'ACFO et l'AFO qui étaient là avec nous tout au long du travail. C'est vraiment eux autres qui ont été capables de mettre ça complètement dans le monde réel, dans le monde physique, d'avoir un setup et une organisation comme on a eu. C'est totalement de leur part là. Donc, c'était vraiment beau de voir tous les organismes, le REFO, la FESFO, tous les organismes de défense des droits et des acquis franco-ontariens, de se voir réunir ce jour-là. C'était excellent. On était là même sur place, on voit des images qu'on peut à l'écran là. Est-ce que vous vous attendiez, même c'est vrai que oui, l'ACFO, comme on en parlait tantôt, avait quelques ressources un peu plus poussées que les vôtres, mais est-ce que vous vous attendiez à avoir tant de monde? Parce que il y avait du monde. Oui, il y avait énormément de gens. Honnêtement, non. Je croyais pas qu'il était pour avoir tant de gens. Je croyais pas qu'il était pour avoir des gens qui étaient pour se présenter là. Il faut parler de la température. Il faisait vraiment frais ce jour-là. Oui. Il n'y avait pas de grosse tempête de neige, qui était excellent, mais il faisait froid. C'était un mois de décembre. C'était vraiment surprenant de voir non seulement le turnout à Ottawa, mais tout partout en province. Donc, je crois que on est capable de dire que les Franco-Ontariens étaient énormément frustrés avec le gouvernement Ford. Ils sont encore énormément frustrés avec le gouvernement Ford. C'est pour ça qu'on a vraiment besoin de changement. Et puis, quand tu as parlé de tout le monde qui était réuni, là, mais c'est pas seulement les francophones. Vous avez maintenant, on a vraiment découvert le visage des amis de la francophonie. Je parle des francophiles. Oui, exactement. Durant ces manifestations-là, on a vu de nombreux francophiles et de nombreux anglophones qui travaillent. Et puis qui essaient de parler en français. Exactement. On a besoin de vraiment détruire et déconstruire ces frontières-là qu'on a mis entre la communauté anglophone et la communauté
communauté francophone. Ces gens-là, c'est nos alliés. Il y en a dans les milliers et les millions. C'est sûr qu'ils sont plus nombreux que nous. On a besoin d'ouvrir nos portes à ces gens-là, dans nos fonctions, dans nos associations, et leur démontrer que le français, c'est adaptable à eux aussi. Je vais te garder avec moi parce que j'aimerais qu'on revienne dans le bain de ce mouvement de résistance parce que moi aussi, j'ai vécu des choses extraordinaires qu'on va partager ensemble. Alors, vous aussi, restez avec moi parce qu'après la pause, on continue de parler de ce mouvement de résistance. Là, vous regardez Entre nous, exclusivement sous les ondes de TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On parle toujours du mouvement de résistance ou du moins du rap, de l'anniversaire parce qu'on va le fêter bientôt le 1er décembre. Et je ne sais pas si en région, on pourrait revoir encore les images. Il faut mentionner que ça s'est passé devant le Monument des droits humains à Ottawa. Est-ce qu'il y avait une signification particulière? C'est certain. Cet emplacement-là, juste logistiquement, ça avait beaucoup de place pour avoir des gens. Mais deux, c'est très symbolique. C'est que les droits linguistiques, les droits des Franco-Ontariens, c'est des droits humains. C'est des droits qu'on doit protéger. Puis plus important encore, comme qu'on a vu avec le gouvernement Ford, c'est des droits qui sont souvent mis en question au travers de notre histoire, notamment le règlement 17. C'est de vraiment se rappeler que, hey, ces droits-là, on a besoin de continuellement les défendre. Et puis là, je te mentionnais tantôt le monde qu'il y avait. Est-ce que tu t'y attendais? Tu m'as répondu non, parce qu'il y avait une multitude de personnes là. Quel était ton ressenti quand tu es arrivé sur les lieux, que tu as vu du monde, là, un parterre de personnes? Oui, j'étais absolument ému. Comme tu as dit, j'avais un peu les larmes aux yeux. J'étais vraiment émotif de voir toute une communauté de gens se je sens encore l'émotion. Oui, je sais. C'est vraiment quelque chose que j'ai adoré voir. La diversité, l'épanouissement culturel de la francophonie, de voir des gens peu importe d'où ce qu'ils venaient, peu importe leur lieu d'habitation, de voir qu'ils sortaient et qu'ils représentaient la francophonie ontarienne, c'est absolument... Il y en avait de tout âge. Oui. Oh my God. Des enfants, comme tu as dit, des vieillards qui arrivaient en chaise roulante, juste là pour vraiment démontrer l'âge de la résistance, démontrer que les Franco-Ontariens sont là pour résister, puis on a vraiment la résistance dans le corps. C'est tellement bien dit. C'est là que j'ai compris que, le soutien entre communautés, c'est vraiment important parce que moi, c'était ma première fois de vivre quelque chose dans ce genre. J'ai toujours vécu en français, j'ai pas de problème j'ai jamais eu de problème avec ça, mais de voir des gens qui défendent une langue que je connais depuis que je suis née, là, j'avais oublié le peu de professionnalisme que j'ai pu apprendre et j'étais comme surexcitée comme une puce parce que on pourrait pas expliquer l'émotion qu'il y avait là-bas. Non, ceux qui regardaient la télé, oui, c'était beau à voir, mais on ne pouvait pas ressentir l'énergie comme nous, on était sur place. Oui, non, il fallait vraiment être là. Puis aussi, notamment, quelque chose que j'ai réalisé, c'est vraiment l'appui des Québécois. Quelque chose qu'on n'avait pas vu auparavant, quelque chose on se sentait souvent non seulement ignoré par le gouvernement ontarien, qui était à majorité anglais, mais aussi ignoré par les Québécois, qui sont nos cousins francophones au Canada. Donc, de vraiment voir que
cette communauté-là était non seulement là pour nous accepter, mais était là pour nous appuyer de toutes les façons. On a vu notre drapeau se faire lever à l'Assemblée nationale. C'est du jamais vu là, dans l'histoire de l'Ontario français. Donc, c'était vraiment quelque chose de culturel, vraiment quelque chose d'impact. Ce mouvement-là, je pense qu'il a eu beaucoup plus d'impact, et c'est clair qu'on le voit, surtout avec les médias sociaux, que l'affaire qui s'est passée avec le règlement 17 et puis Montfort. Beaucoup plus d'impact. Ça a changé la donne. Oui, c'était beaucoup plus de choses en jeu, de mon opinion. De perdre l'indépendance de notre commissariat des services en français, c'est de perdre l'organisation. Toute autonomie, en fait. Même. Exactement. Non seulement on est éliminé de notre autonomie, mais on est éliminé de l'organisation qui était là pour assurer que le gouvernement représentait les francophones, assurer que nos services en français étaient utiles et accessibles à tous dans les régions désignées. Donc, de perdre ça, là, c'est incroyable. C'était catastrophique. Et puis, il faut dire que ce mouvement-là, on a quand même eu des résultats jusqu'à date. Il y a quand même des résultats. Oui. Avec toute notre résistance, on a vu que ce qu'était le Bureau des affaires francophones est maintenant devenu le ministère des affaires francophones. Il est redevenu un ministère. On a vu l'Université de l'Ontario français. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Exactement. Quand même, C'est excellent de savoir que c'est revenu avec l'aide du gouvernement fédéral. Donc, de voir ces petits succès-là, ça démontre que nos actions fonctionnent, ça démontre que notre résistance fonctionne. Mais il y a encore beaucoup de choses à faire, comme je dis, notamment de recevoir l'indépendance. Donc, il ne faut pas juste s'asseoir sur ses lauriers pour dire, OK, on a eu une petite... on a eu des petits succès, là, parce que c'est quand même beaucoup de choses encore à défendre. Oui, un an après, il faut encore se retrousser les manches. Là. Il y a encore du travail à faire. Il faut assurer que nos droits sont bel et bien représentés, comme j'ai dit avec le commissariat, mais aussi au sein du gouvernement. On veut assurer que le gouvernement est là pour les francophones et qu'il nous représente. Et puis, en tout cas, on ne va pas rentrer dans l'histoire politique, mais juste pour rester dans notre résistance, dans notre mouvement de résistance, qu'est-ce que toi, tu mentionnerais à des jeunes qui sont un peu réticents à la cause? Pas qu'ils sont réticents parce qu'ils ne le veulent pas, parce qu'ils trouvent que ce n'est pas super important. Oui, mon message... Parce que j'en ai eu. Oui, je sais. Mon message, c'est de impliquez-vous, c'est votre histoire, c'est à vous aussi. Je comprends que souvent dans les écoles, on est poussé le français, pas de musique anglaise, pas de film anglais, mais ils font ça pour une raison. Ils font ça parce que beaucoup des adultes, les générations plus vieilles, ils ont peur de perdre le français, puis ils pensent que le pousser puis le forcer à la jeunesse, ça va fonctionner. Ça va pas fonctionner. Oui, c'est ça, c'est pas comme ça. Il faut les impliquer dans le processus de décisionnel, de leur donner une place à la table. C'est de même qu'on rend les gens impliqués. Tu veux faire des décisions au nom des Franco-Ontariens? Excellent. Implique la jeunesse. C'est de même qu'on va assurer la prochaine génération. Comme tu l'as dit, là, en quelques mots, ce serait de les éduquer, en fait. Oui. De les amener à aimer, en fait, le français. C'est pas comme une obligation. Démontre-leur que c'est pas seulement une langue. C'est une culture, c'est une histoire. Puis eux autres, ils ont leur mot à dire dans cette culture-là. Puis qu'est-ce que tu penses qu'à cette date-là, le Fonds culturel franco-ontarien s'emmène à faire pour les prochains mois à venir, pour les prochaines années? C'est sûr, on va continuer nos revendications sur les médias sociaux, comme j'ai dit. On a une élection provinciale qui s'en vient en 2022. Donc, c'est quelque chose qu'on va vraiment regarder. On va assurer que la population franco-ontarienne est prête à voter. On veut que les franco-ontariens, chaque franco-ontarien en province, qui vote pour le parti qui croit qu'il va mieux défendre les acquis franco-ontariens. Puis surtout, on veut avoir aussi un aspect de militantisme et d'activisme physique qu'on veut implémenter. C'est sûr, avec nos ressources, on va essayer d'agrandir ça. Mais c'est définitivement, il y a d'autres à venir avec nous. Je suis passionnée par toi qui est passionnant. Tout ce que je pourrais te demander, c'est quand il y aura des affaires qui vont se passer avec le Fonds culturel franco-ontarien, nous, on serait ravis d'en avoir des nouvelles. Oui. Puis moi, je pense que, je ne sais pas s'il y a un site web déjà, mais je sais que sur ton Facebook, tu mets toutes des informations qui ont rapport avec la francophonie qu'on peut aller chercher. Oui. Sur le Facebook du Fonds culturel, comme sur Twitter et Instagram, on est présent là. Tout ce qu'il y a à faire avec la francophonie ontarienne et aussi toutes les choses canadiennes-françaises. On va souvent, surtout en milieu minoritaire, des langues officielles, on va le publier sur là. Donc, c'est définitivement de rester à l'affût sur ces médias sociaux. Merci beaucoup d'avoir accepté de partager tout ça avec nous. J'ai même pas envie de sortir de l'émission, mais c'est terminé maintenant. Donc, je vais inviter les gens à la maison à aller suivre sur Instagram et aussi sur Facebook. Sur Facebook, moi, c'est là-bas que je suis plus active. J'ai vu beaucoup d'informations circuler. Donc, Front culturel franco-ontarien, vous allez avoir toutes les informations en rapport avec la francophonie, surtout que le premier anniversaire s'en vient. Après la pause, on va parler de cinéma avec Gisèle Nanterre. Regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Jamais trop tôt, jamais trop tard. Jamais trop tôt, jamais
Jamais trop tôt, jamais trop tard. Tu es toujours de circonstance, comme un train qui quitte la gare pour les prairies de ton enfance. Quand le soleil dit bonjour, que la nuit rencontre le jour. une voix me rappelle toujours Que peu importe les détours, avec tes yeux de lucide star, tu iras loin, tu iras fort, avec ta voix puis ta guitare. Tu n'as jamais cherché la gloire. comme la lumière dans un phare qui vient traverser la nuit pour que les bateaux ne s'égarent la nuit quand la lune est absente. Jamais trop tôt, jamais trop tard. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Avant qu'on ne parle cinéma avec Gisèle Nantais, j'ai parlé avec Trevor du Front culturel franco-ontarien. Il était là avec nous aujourd'hui simplement parce qu'il ne pourra pas être là à notre émission spéciale sur la résistance qui s'en vient le vendredi 29 novembre. Et je vous donnerai plus de détails à la fin de l'émission. Là, je me tourne vers Gisèle parce qu'on va parler de Cinémania. Ce beau festival-là. Alors, ça, c'est le catalogue Cinémania, avec peut-être 35-40 films. Et puis, j'en ai vu une vingtaine, là. J'en ai vu... Je suis sûre que tu dis vrai, parce que oui, t'es une mordue de cinéma, là. Mais c'était le 25e anniversaire. OK, donc c'était spécial. Et c'était spécial. Il y avait plein d'événements. Il y avait plein de vedettes qui venaient appuyer le festival et puis qui présentaient les films. Et ensuite, qui faisaient des questions et réponses après avec les gens. C'était à Montréal, non? Oui. Oui, OK. c'était à Montréal. Alors, c'est au Cinéma Impérial sur Bleury, au Cinéma du Parc, au nouveau cinéma du Musée des Beaux-Arts. Wow. À l'Outremont même, il y avait un film avec Fabrice Lucchini à l'Outremont. Et à chaque fois, oui, c'est qu'ils attirent des grosses vedettes et les vedettes sont là pour parler de leur film, pour discuter avec les gens. Puis ça fait tellement intime. Même si tu as 2000 personnes dans une grosse salle de cinéma à balcon, Mon Dieu. les gens viennent, posent des questions, puis... Wow, c'est une belle organisation. C'est peut-être une grosse organisation, je devrais dire. Oui, c'est une grosse organisation. Et même, il y avait Neil Schneider là, qui présente son nouveau film. Là. Wow. Alors... Puis là, tu as choisi quelques films. Oui. Est-ce que tu me dirais que ce sont les meilleurs? Non, hein? C'est ce que tu as préféré nous présenter, dans le fond. Oui. Okay. Oui, non. OK, je vais qualifier. OK, d'accord, tu me diras, là, parce que là, il y a Donne-moi des ailes de Nicolas Vanier. C'est quoi ce film? Alors, ce film-là, c'est Donne-moi des ailes, c'est le film qui a gagné le prix du public. D'accord. Maintenant, je ne suis pas sûre pour le prix du public, parce qu'il n'y a eu qu'une présentation et c'était le soir de la clôture. Comment ils ont déterminé ça? En tout cas, c'est un très beau film. Il ne sortira pas tout de suite. Il va sortir, je pense, en février. Il est cédulé pour sortir en février. C'est un film qui est très humaniste et en même temps, c'est une histoire vraie. C'est une histoire vraie d'un scientifique qui voyait qu'il y avait une race de d'oies migratoires qui était en voie de disparition. Alors, c'est un film d'aventure en même temps, parce que lui, il va aller en Camargue, dans le sud de la France. Il va élever ces oies-là. Il va essayer de faire une espèce qui est plus résistante. Donc, ils n'iront pas en voie de disparition. Et il va impliquer son fils là-dedans. Son fils, c'est un petit garçon qui adore les jeux vidéo, qui est branché sur sa tablette 24 heures sur 24 et qui voulait au départ pas partir.
avec son père pour aller sur une ferme puis Pour aller- élever des oies. Ça Puis fait pas de... ensuite, aller au Danemark pour laisser donner aller. l'envol à ces oies migratoires-là. Mais c'est vraiment visuellement un très beau film. OK. Et en même temps, tu sais, t'as la composante de la famille, de la mère qui s'implique, des oies, comme tu vois. Et c'est aussi, tu vois, le petit garçon là, Il a pris son... oui, qui va voler avec les oies pour les accompagner. Alors, c'est un film qui est très touchant. Oui, j'imagine, Ouais. vers la fin, une maman qui sait que son fils est en l'air avec... Mon Dieu. Avec les oies, Ah, là, mon Dieu, c'est pas pour les accompagner dans leur migration. D'accord, mais il a gagné le prix du public. Mais Alors, peut-être que ça a c'est... gagné le prix du public. Il faut C'est dire l'émotion que- peut-être qui est venue chercher le Je moins. pense que c'est l'émotion. Ouais, Oui, ouais, oui. parce que- Alors, c'est vraiment... Ça fait un peu penser à Belle et Sébastien. OK. Tu sais, dans les... Ouais. Tu sais, dans le passé, on a parlé, il y a 3 films de Belle et Sébastien qui se passent en montagne avec des chiens. Ouais, peut-être, c'est... là. Tu sais, c'est genre d'aventure, film d'aventure, mais en même temps, c'est une aventure réelle. Parce Il s'est que passé, hein. ça que t'as s'est dit, c'est que- vraiment passé. C'est basé sur un livre écrit par le scientifique qui s'appelle, je pense, Christian Moulek. D'accord. Et Qui est français? donc, c'est une... Oui, c'est français. C'est OK, C'est d'accord. français. D'accord, ben ça... Alors, ça c'est un film, je suis sûre que ça va toucher les gens. Ouais. Et en même temps, tu peux impliquer les familles. C'est un film familial parce qu'il y a un petit garçon de 9-10 ans, puis là, il va découvrir tout ça. Il va s'attacher aux petits, il va les voir grandir. Lui qui voulait pas, ouais, Lui c'est qui toujours voulait ça. ouais. pas, il voulait juste jouer ses jeux Ouais. vidéo. Et là, il est en pleine nature avec son père. OK, intéressant. Tu as dit que c'est pas pour maintenant, hein, février. on Non, attend, février. OK, tu nous diras là pour qu'on aille te voir au cinéma neuf. Alors, le deuxième film dont on va parler, c'est La Belle Époque. C'est La Belle Époque. Lui, il a oui, gagné c'est un aucun film de Nicolas Bedos. Ça l'a gagné aucun prix. Mais c'était plein. Ça l'a OK. joué 2 ou 3 fois et à chaque fois, il n'y avait pas une place de libre. Wow. Et c'était dithyrambique, là, les gens là, ont adoré. Tu entendais les commentaires, les gens applaudissaient à la fin. Et moi, je l'ai même... ça l'a donné comme ça, mais je l'ai vu 2 fois. Ben, en tout cas, ça m'étonne pas, là, parce qu'il fallait que tu nous fasses une bonne chronique, là, je suppose. Alors, c'est mon coup de cœur. OK. Et c'est avec Daniel Auteuil et Fanny Ardant. D'accord. Fanny Ardant qui fait un comeback depuis quelques années. Et donc Fanny Ardant et elle est superbe, Fanny Ardant. Hein? Puis c'est une grande femme, elle mesure comme 6 pieds. Hein? Ouais. Et Fanny Ardant, c'était la compagne de François Truffaut, le réalisateur. OK. Oui, et c'était la compagne pendant plusieurs années. Elle a fait beaucoup de films avec lui. Alors Daniel Auteuil et Fanny Ardant. Trop bon. drôle, monsieur. Oui. et lui, il est comme cynique. Il est... c'est un vieux schnock. Disons que c'est un BDiste. Et lui, il aime écrire, il aime dessiner. Il n'aime pas les ordi, il n'aime pas les téléphones. Si vous saviez... Et là, dans l'histoire, et on voit Guillaume Canet à l'écran. OK. Alors, l'histoire, c'est que, bon, ils s'entendent plus. Ça fait des années qu'ils sont mariés. Elle est psychiatre. OK? D'accord. Elle est psychiatre. Et lui, il est un BDiste. Il a produit des livres. Et quand on voit Belle Époque, là, c'est le nom d'un café, d'un genre de pub français, là, où ils ont vécu le plus grand moment de leur vie, qui était quand Victor a rencontré Sa Marianne. femme. OK. Et même à un moment donné, il va dire quelle époque est-ce que tu aimes? J'aime la préhistoire avant que je rencontre ma femme et ensuite quand je couche avec ma femme. Parce que OK. maintenant, ils sont vieux puis ils couchent plus ensemble. Mais la jeune fille dans le film, c'était qui? Parce que je pense qu'elle va mettre de l'intrigue. Alors, je vais te raconter. Alors, Guillaume Canet, il joue l'ami de son fils, hein, D'accord. Antoine. Et il a un studio et il a une compagnie où on peut faire
revivre des moments de notre vie. Oh, OK. Donc, ça coûte un max, mais en tout cas, parce que il a envie de revivre ce qu'il y a avec sa femme, et il trouve ça triste que Victor et sa femme ne sont... s'entendent plus, ils sont un vieux couple et puis ils ne sont pas heureux parce que lui, il se souvient que quand il était jeune, c'était un couple superbe et qui l'ont vraiment inspiré à faire ce qu'il fait en ce moment. Donc, il a un studio et il peut recréer avec des acteurs le moment que tu veux revivre. Oh mon Dieu, ça peut être réel dans la vie, là. Oui. Okay. Alors, donc, il a recréé le café où ils se sont rencontrés et il a recréé la jeune fille Marianne, donc son allure, parce que lui était BDiste, donc il dessinait. Donc, il dessine des choses, puis ensuite, eux autres, ils vont refaire la scène. Comme ça, il peut revivre en fait. le moment où il rencontre sa femme. Bon, c'est pas toujours... Et là, il va tellement aimer ça. Et tu voyais, tu sais, il mettait du noir dans ses cheveux, il essayait de se rajeunir, il mettait ses vieux vestons en cuir. et donc, il va rencontrer cette jeune femme-là. Et même si elle joue le rôle de Marianne, il la voit encore comme la vraie Marianne. C'est pour ça que j'ai senti du trouble quand je l'ai vu dans le coin, là, dans le film. Oui. En tout cas, ce film, il sera à l'affiche en décembre, tu m'as dit? Oui, il va être à l'affiche en décembre. D'accord. Alors, c'est idéal pour Noël. D'accord. Je suis sûre que ça va jouer pas mal longtemps. Et on a vraiment ce sentiment de nostalgie, mais revivre un moment important, revivre notre jeunesse. Ah, je comprends. Puis vivre dans un monde réel, mais virtuel. Merci beaucoup, Gisèle. Là, je te garde avec moi parce que tu vas me parler de 2 autres films à l'affiche. Alors, après la pause, on va continuer de parler de films avec Gisèle Nantais. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis vagabond sous les rayons et sache que tu peux partir si ça te plaît. Tu peux partir, vagabond. Fais le tour du monde et toi aussi. Tu peux partir si ça te plaît. Tu peux partir. Hey. L'idée ce n'est pas qu'il faut fuir. C'est comme un désir de voir ce qui se trouve derrière les lignes dessinées par des cartographes aux intentions bénies. Il sait, ok. Il sait, ok. Je suis vagabond sous les rayons et sache que tu peux partir si ça te plaît. Tu peux partir, vagabond. Fais le tour du monde et toi aussi. Tu peux partir si ça te plaît. Tu peux partir. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On parle toujours de films et puis elle me filait des tuyaux pour de bons films pour ce week-end. Puis là, on va parler des plus belles années d'une vie. Tu m'as dit que tu aimais beaucoup ce film, hein? Oui, c'est pas un grand film, mais c'est un film qui rappelle beaucoup de souvenirs. OK. Parce que c'est un film de Claude Lelouch et Claude Lelouch avait fait sa réputation avec un film qui s'appelait Un homme et une femme. D'accord. Qu'il avait fait en 1966, qui a gagné la Palme d'Or cette année-là. Et ensuite, qui a gagné 2 Oscars, donc scénario, meilleure réalisation, meilleur film étranger aux Oscars. Wow. Et ça a lancé sa carrière. Et il y a toujours la musique iconique là, qu'on va
toujours, on reconnaît toujours, c'est le Dabadabada, Dabadabada, le film. Et donc, Un homme et une femme, c'était en noir et blanc. C'est avec Jean-Louis Trintignant et Anouk Aimée. Et c'est un film qui a vraiment lancé la nouvelle vague en France parce que c'était un amour libre, vraiment libre. Alors, c'était... donc, on voit Anouk Aimée, elle a dans les 70 ans, elle paraît encore très bien. Et Jean-Louis Trintignant, il a presque 90 ans. Il est en fauteuil roulant, mais il est lucide. Bon, ça, c'est les personnages, au départ, dans Un homme et une femme, qui étaient parfois en noir et blanc, parfois en couleur. Alors, il y avait des choses... film, en fait, en racontant... C'est comme s'ils racontaient leur histoire rendue... Oui, parce que le personnage de Jean-Louis Trintignant est Jean-Louis Duroc, qui est un courseur d'automobile. D'accord. Et c'est une course célèbre. Hein? Il fait une course en France et puis c'est le Grand Prix, je pense, en France. Et là, il a un petit garçon qui s'appelle Antoine et qui est dans un pensionnat. Et donc, il rencontre Anne Gauthier, qui est elle. Donc, c'est les personnages, mais les acteurs en même temps. Et donc, vous voyez qu'il y a une histoire d'amour qui s'est développée. Alors, d'une façon, je trouve que c'est une bonne idée parce qu'il y a toute une génération qui n'a pas connu ce film-là. Et là, on va faire un parallèle entre les deux histoires 50 ans plus tard. Là, je te dis, comme 50 ans plus tard. Mais ils sont encore très conservés, au moins. Oui, très bien. Alors, le personnage de Jean-Louis Trintignant, Antoine Duroc, il commence à avoir des troubles d'Alzheimer, il oublie des choses. Mais une chose qu'il n'a jamais oubliée, c'est son amour avec... C'est son amour pour Anne Gauthier. Wow. Donc, c'est un amour fulgurant, mais qui finalement n'a pas eu des débouchés, qui n'a pas abouti. Ils ont eu une histoire passionnée, mais ensuite, ça n'a pas fonctionné. Mais il a toujours... il n'a jamais oublié cet amour-là. C'est comme on dit, un amour qui ne s'oublie jamais, là. Ouais. Alors, son fils Antoine va reprendre contact avec Anne Gauthier, voir est-ce qu'elle est encore en bonne santé, tout ça, et va lui demander de revoir son père pour voir si, en discutant avec lui, ils peuvent revoir le passé, parler du présent, de la vieillesse, encore une possibilité d'amour. OK. Et finalement, ils vont connecter. Ils vont connecter. Mais c'est l'amour, là. Les sentiments, ils ne s'envolent pas. Ils sont cachés quelque part. Et en même temps, il espère que son père va reprendre la mémoire. Peut-être que ça va aider à redévelopper sa mémoire. Puis comme tu as dit, là, puisqu'on n'a pas... Il y en a beaucoup qui n'ont pas vu le premier film, c'est une bonne connexion pour le revoir. Alors oui, à chaque fois qu'ils discutent d'un moment, on va avoir un flashback de ce film-là. Et en même temps, on voit la qualité de l'image à l'époque. À l'époque, hein? Il est bon, monsieur. Et on voit la qualité des acteurs aussi. Et les mêmes acteurs qui, 50 ans plus tard, jouent les mêmes rôles. Ce film-là, tu m'as dit qu'il est à l'affiche à partir de demain. Il est à l'affiche au Cinéma Neuf demain. OK, parfait. Et je suis sûre qu'il va jouer pour plusieurs semaines. D'accord. Et je suis sûre qu'il va venir au Bytown en décembre. Je te tiendrai informé de ma venue pour voir ce film-là. Tu m'as donné envie de le voir. Il nous reste pratiquement 2 minutes 30. Là, on va parler de Atlantique. OK. Alors, Atlantique, c'est un film spécial. C'était le Grand Prix du jury cette année au Festival de Cannes. Bon, ça s'appelle... c'est un film sénégalais réalisé par donc le Grand Prix au Festival de Cannes. OK. Et ça se passe au Sénégal, à Dakar. Et en grande partie, ce sont des ouvriers qui n'ont pas été payés pendant longtemps, qui crèvent de faim, leur famille crève de faim. Mais il y a une histoire d'amour entre Suleiman, qui est très beau, et Ada. Donc, mais Ada, elle est promise à quelqu'un qui est plus riche, une famille plus riche. Alors,
même s'il y a une histoire d'amour entre les deux. Et le film se passe parfois en français, parfois en sénégalais. Et donc, il y a toujours des sous-titres. Mais ça se passe sur le bord de l'Atlantique. L'Atlantique est important parce que Suleiman, comme sa famille, crève de feu. Et Ada, elle est supposée d'épouser un homme riche. Et on voit le mariage. Bon, Suleiman décide avec ses amis de s'embarquer sur un bateau et d'essayer de traverser l'Atlantique et se rendre en Europe. Alors, ce film, il est à l'affiche quand? Parce qu'il va nous rester quelques secondes. Alors, il est à l'affiche au Mayfair la semaine prochaine. D'accord. OK. Mais c'est pas un film pour tout le monde. D'accord. Parce que c'est un peu osé. Oui, parce qu'à un moment donné, on a des zombies qui rentrent en question. D'accord. Parfait. Merci beaucoup, Gisèle. De rien. Merci d'avoir partagé ça avec nous. Mais on va continuer de rire après la pause. Là. On prend une toute petite pause et juste après, on revient parce que j'ai des informations à vous donner concernant 2 émissions spéciales que nous préparons ici à TV Rogers. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Il fallait... Je suis membre pour aider les autres. Parce que ça fait partie de mes valeurs. Pour donner l'exemple à mes enfants. Je suis membre pour servir ma communauté. Pour changer la vie de quelqu'un. Pour reconnaître les sacrifices faits pour nous. Je suis membre pour ma mère. Mon grand-père. Mon voisin. Pour ceux et celles qui ont servi. Et qui servent toujours. Je suis membre. Je suis membre. Je suis membre de la Légion. Amateurs de hockey, ne manquez pas le premier match de la Coupe Alexandra, alors que les 67 d'Ottawa viendront affronter les Olympiques de Gatineau. C'est un rendez-vous le vendredi 6 décembre, 19h30, sur TV Rogers. Je m'appelle Flavien, je suis ambassadeur de la prudence pour les amputés de guerre. Il y a des dangers partout, surtout à la ferme. Moi, je suis allée jouer trop près d'un gros vacillateur et j'ai perdu mon bras gauche. Avec la prudence, il n'y a pas d'accident. Faites en sorte que ça ne vous arrive pas. Jouez prudemment. Pour la première émission de Regard, on présente quelques nominés du Gala Trior, on visite le studio d'art de Marie Léger et on rencontre 2 vétérans de la guerre d'Afghanistan. Regard, jeudi 19h, sur TV Rogers. De retour Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On a une très belle entrevue avec le président du Front culturel franco-ontarien. Voilà, je trouve mes mots. Trevor, parce que c'est un organisme qui est né il n'y a même pas 1 an. Et cette entrevue-là, vous pouvez la revoir sur le Facebook de TV Rogers ou même sur le Cap 23, aux heures où Entre nous repasse. Vous pouvez revoir cette entrevue-là. Mais en accord avec cette entrevue, le 29 novembre prochain, nous allons souligner le 1er anniversaire de la manifestation Résistance franco-ontarienne. Et pour l'occasion, nous avons invité en studio Amanda Simard, Carole Jolin, Soukeina Boutieb et Pierre Jury. C'est des personnes très occupées, mais qui ont accepté gentiment de venir ici en studio pour partager, en fait, pour discuter même, je devrais dire, des avancées, des enjeux franco-ontariens. C'est un rendez-vous exceptionnel à ne pas manquer. Donc, je rappelle la date, c'est le vendredi prochain, donc le vendredi 29 novembre. Et tout de suite, le lundi, on a une autre émission spéciale qu'on vous prépare. Elle va se faire en direct du journal Le Droit. Elle sera consacrée entièrement à cette publication qui est chère aux Franco-Ontariens. Nous allons découvrir l'histoire de ce quotidien plus que centenaire, ainsi que les artisans passionnés qui y travaillent. Nous allons discuter avec les représentants de l'avenir de ce journal. Je me suis fait le plaisir de passer cette heure avec vous. Demain à l'émission, nous allons parler du lien étroit existant entre santé physique et psychologique. Restez des nôtres. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Je vous donne rendez-vous à Passeport 1225, une émission créée pour les jeunes, par des jeunes.
Apprenez davantage sur les gens qui vous intéressent lors de nos entrevues en studio et informez-vous des enjeux et des activités régionaux grâce à nos reportages sur le terrain par les étudiants en journalisme au Collège Lasté. Soyez des nôtres. Passeport 12-25, mercredi 19h sur TV Rogers. Du sang dans l'urine est le symptôme le plus commun du cancer de la vessie. N'ignorez pas ce signe, pas même une seule fois. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.